Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce séminaire découvert pour une agriculture bio multiservice, donc organisé dans le cadre du programme Inter-Institut Synergie. Donc, ce programme Inter-Institut s'appelle donc Synergie pour la production, la transposition, le transfert et l'appropriation de références entre les modes de production bio et non bio. C'est un programme qui est piloté par l'ACTA et l'ITAB et qui implique 10 instituts techniques, donc à la fois des filières végétales et des filières animales, dont vous voyez les logos ici, et donc qui est soutenu par le CASDAR. Donc les grands objectifs de notre programme Inter-Institut, c'est d'abord de renforcer la collaboration entre instituts techniques pour la production et la valorisation de références en agriculture biologique, et puis donc de favoriser les synergies entre connaissances, donc produites en système de production non bio et utilisables en bio, ou produites en système de production bio et utiles au système non bio. Tout ça aussi avec l'objectif d'améliorer la visibilité des références produites par le réseau des instituts techniques agricoles. Donc notre séminaire aujourd'hui, il s'inscrit dans une action donc de recensement des besoins en R&D pour l'agriculture biologique. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de faire tous ensemble un état de l'art et d'identifier donc des besoins pour optimiser et généraliser la pratique donc des couverts végétaux en agriculture biologique. Et voilà, si on décline un petit peu nos objectifs de la journée, ça va être donc d'outiller les acteurs de terrain, toutes filières confondues. C'est aussi une des caractéristiques de notre programme de travailler en interfilière. Et donc, voilà, d'outiller les acteurs de terrain pour leurs activités de conseil, formation, accompagnement. Cela, donc, en faisant ensemble une actualisation et une contextualisation des connaissances sur les couverts. On va aussi essayer de travailler pour objectiver les bénéfices et les limites donc, de ces couverts végétaux, questionner les pratiques et puis formaliser, voir aussi voilà, comment on peut formaliser et diffuser les connaissances et les questionnements. D'ailleurs, on est en train de faire un enregistrement de la séquence qu'on pourra diffuser en replay, et puis il y aura des actes qui seront publiés. Notre objectif aujourd'hui, c'est aussi de partager les visions entre acteurs du système de connaissances et d'innovation pour tous ensemble voilà, quand même prendre conscience des enjeux à relever et renforcer la recherche, l'innovation et le développement pour l'agriculture biologique. Ce séminaire, en fait, il s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre d'actions que nous avons conduites dans le programme Synergie Bio-Non-Bio autour des couverts végétaux. Donc, on a travaillé sur la transférabilité et la transversalité des connaissances sur les couverts entre modes de production bio et non bio au travers d'un stage de fin d'études qui a été encadré par Arvalis et Terrinovia. On a réalisé un inventaire des dispositifs expérimentaux des instituts techniques pour la baie. Et puis, on a aussi travaillé un inventaire des connaissances et des référentes produites par les instituts. Donc, cet inventaire est valorisé donc, à la fois au travers d'une plaquette de synthèse qui vous a été distribuée ce matin, et puis dans un espace thématique qui est disponible sur la plateforme GECO, donc un espace thématique mobiliser les plantes de service, donc disponible sur la plateforme GECO et qui va vous être présenté juste à l'instant. Je te donne la parole, Eva, pour présenter cet espace thématique. Merci Marianne. Voilà, donc en quelques mots, en fait, on voulait vous présenter ce travail qui a été réalisé au sein de Synergie Bio-Non-Bio, mais qui s'intègre en fait dans un chantier plus large qui est cette plateforme GECO, mobiliser les plantes de service. Donc c'est l'espace, la plateforme GECO, en fait, c'est une plateforme pour la gestion des connaissances pour l'agroécologie. Et donc, c'est une plateforme participative et c'est une base de connaissances donc pour capitaliser et partager les connaissances avec des fiches connaissances et un espace thématique qui permet d'organiser par thématique des connaissances et d'offrir un parcours de navigation à travers différentes thématiques, dont ici donc plantes de service. Mais on a aussi des questions sur le bien-être animal, l'autonomie azotée, l'autonomie protéique et fourragère, etc. Donc, je vous invite à aller naviguer dessus parce que c'est plutôt plaisant. Voilà, au sein de Synergie, on a fait un recensement des productions des ITA concernant les couverts végétaux. Et ce travail, en fait, de recensement, il a été injecté. Tous les livrables produits par les instituts techniques ont été injectés au sein de cette plateforme.
et via la plateforme, la cellule RIT, pardon. Donc en tout, c'est 366 références qui sont rendues accessibles via cette plateforme et avec 4 rubriques. Une rubrique découvrir, comprendre, mettre en pratique et s'inspirer pour avoir ou découvrir des témoignages ou des résultats d'expérimentation. Donc ça, c'est l'allure du site web qui vient tout juste d'être mis en ligne. Donc, il n'est pas responsive. Donc, à la fin, il y a un QR code, mais ne soyez pas déçus si vous flashez et que vous arrivez sur une plateforme qui n'est pas... voilà, il vaut mieux utiliser un ordinateur. Hop. Je vois pas. Donc voilà, ça c'est juste une petite navigation en fait pour vous montrer quand vous rentrez sur l'espace, on va avoir une présentation de ce qu'est un couvert et là-dessus on va avoir une architecture qui se déroule euh, et, et qui vient présenter à la fin les fiches concernant une pratique en particulier. Voilà, hop, l'idée un peu de cette plateforme. Et le QR code pour y accéder. Mais bon, vous le retrouverez aussi en cherchant sur Google. Vous mettez par exemple synergie, couverts végétaux. Vous allez tomber sur une page qui vous permet d'aller directement sur la plateforme également. Et donc, c'est le moment de commencer cette conférence, ce séminaire. Donc, on a invité un panel assez large finalement d'acteurs au sein de la chaîne de production des connaissances, de production, d'expérimentation, de diffusion des connaissances, mais aussi à travers les différentes filières en fait où on produit en bio. Et sans plus tarder en fait, donc la matinée va commencer avec une session introductive, une conférence inaugurale par Olivier Duchesne. Et à la suite, on aura 2 tables rondes autour de 2 thématiques, la place des couverts dans la conception des systèmes de culture, et puis une deuxième table ronde sur expérimenter des couverts végétaux en bio et produire des références. Et donc, on conclura gentiment la matinée pour finir vers 13h. Que sans plus tarder, donc j'appelle Olivier à venir présenter les couverts végétaux cultivés des services. Donc c'est le temps que Olivier arrive, c'est un exposé qu'Olivier a réalisé avec ses collègues de l'ISARA à Lyon, Florian Sellette et Joséphine Peigny également. Merci à toi. Bonjour à tous. Alors, oui, effectivement, c'est un projet c'est une présentation, pardon, qui avait un peu 2 ambitions. Celle de fournir une introduction à cette journée et deuxièmement, dans un second temps de la présentation, d'essayer de vous partager quelques projets un peu emblématiques de l'ISARA sur les couverts végétaux. Et c'est sur cette phase, entre guillemets, de partage de projets et d'expériences qu'on a croisé un petit peu nos différentes expertises et résultats, que ce soit ceux de Florian Sellette ou de Joséphine Peigny et moi-même. Bon, alors comme vous le doutez, alors déjà je vais me présenter très rapidement, je suis enseignant-chercheur à l'ISARA en agronomie, donc une institution, une école d'ingénieurs qui travaille sur l'agroécologie depuis un petit moment. Ma particularité dans l'équipe, ça va être de s'intéresser, comme d'autres, à la diversification des systèmes de grande culture, mais avec souvent un focus un peu particulier sur le rôle et l'aspect fonctionnel des plantes pérennes et comment on peut s'en servir justement dans la diversification des systèmes de grande culture. Donc voilà, grande culture, espèces pérennes et un regard et une tentative assez forte de m'inscrire dans des projets interdisciplinaires. Tout le monde en parle, tout le monde le souhaite, c'est en réalité assez complexe, surtout quand on part d'une interdisciplinarité forte, à savoir entre les sciences biotechniques et les sciences sociales. En fait, ça nous concerne très fort pour les couverts végétaux, puisque c'est pas juste comment ça marche, les plantes et le sol, mais comment on s'en sert, quelles sont les valeurs d'usage, quelles sont les visions qui vont avec, qu'est-ce qu'on veut en faire, pour quel objectif dans les systèmes agricoles, et tout ça, c'est aussi du domaine social. Et en fait, cette interdisciplinarité, on en parle, l'équiper scientifiquement, c'est pas si simple, et c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire. Alors, maintenant que j'ai pris quelques précautions, je vais en prendre une dernière, introduire le sujet des couverts végétaux, comme on le voit sur la plaquette qui nous a été proposée, c'est tenter de parler d'un truc quasi aussi divers que l'agriculture elle-même. Donc, donner un petit peu un cadre à ça, c'est pas très simple. C'est une tentative. Et si ça sollicite des discussions, des contradictions, tant mieux. Ce sera un peu l'objectif de la présentation malgré tout. Voilà, les couverts végétaux. Je me suis calé sur ce mot-là, parce que c'est celui de la journée, il me semble, l'expression clé. Il y en a d'autres. Il y a double couvert, couvert associé, couvert permanent, SIPAN, SIMS, culture de service, plante de service, plante de campagne. À chaque fois,
il faut essayer de savoir à peu près de quoi on parle, pourquoi on choisit ce terme-là plutôt qu'un autre. Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce qu'on parle vraiment d'une pratique ou de choses différentes? Donc moi, finalement, je me cale aujourd'hui sur couverts végétaux. On voit qu'il y a de la diversité derrière. Et donc, le principal point que je voudrais soulever, c'est que les couverts végétaux, c'est d'abord quelque chose qui correspond à un usage plutôt qu'à des plantes particulières. C'est plutôt ce qu'on veut en faire qui traduit le fait qu'on a bien affaire à des couverts végétaux que exactement ce que c'est comme plante. Est-ce qu'on a des graminées, des légumineuses, des annuelles, des pérennes, monospécifiques, plurispécifiques? Tout ça est possible. Le couvert végétal, c'est avant tout un peuplement pour moi herbacé, vivant, qui est ici dans la parcelle pour maximiser la production végétale, non commerciale. On peut en discuter, mais il me semble que c'est important. Une production végétale qui doit être maximisée à la fois dans le temps et dans l'espace, qui sont pour moi les deux dimensions de la couverture végétale, justement. Et ce couvert, il est là pour favoriser des processus écologiques d'intérêt. Je le dis comme ça ici, juste pour court-circuiter à cet endroit-là le terme de service qui mériterait aussi des explications. On peut mettre beaucoup de choses derrière service. Est-ce qu'on parle directement des avantages produits justement par ces fonctionnements écologiques d'intérêt pour l'homme, ou est-ce qu'on parle directement des fonctions et des processus écologiques eux-mêmes? Donc ici, il me semble que les couverts végétaux, c'est d'abord la recherche de ces processus écologiques d'intérêt, et d'intérêt puisqu'ils vont avoir une utilité pour nous, les humains, dans les systèmes agricoles. C'est une notion qui n'est pour moi valide que dans les systèmes de culture, qu'ils soient annuels ou pérennes. Dès que vous allez dans des contextes prairiaux, dès que vous naviguez dans une prairie temporaire ou dans un système herbagé de prairie permanente, on a beaucoup plus de mal à situer l'intérêt de l'expression ou du concept de couvert végétal, vous en conviendrez, mais on peut toujours en rediscuter. En photo, la diversité possible des manières de penser les couverts végétaux, en tout cas pour moi. Vous avez à la fois des choses, on devine, des situations de grande culture, mais avec des couverts multi-espèces qui sont un peu mélangés en plein. D'autres fois, c'est associé à une culture et c'est pas totalement en plein, c'est plutôt en rang alterné. On voit qu'il y a une spatialisation du couvert. Des fois, c'est avec des vignes, donc des pérennes, sous des arbres, en arboriculture, etc., etc. On voit même en bas à droite un couvert plutôt massif, beaucoup de biomasse qui finit par être roulé pour qu'on sème dedans. J'y reviendrai. Bref, beaucoup de pratiques. C'est beaucoup de pratiques et c'est aussi des services que moi j'ai tendance à dire des services en cascade. On voit ici sur cette représentation que vous avez sans doute déjà croisée, qui nous vient des collègues de Toulouse, on voit un peu le panel éventuel de services ou de fonctions qu'on peut attendre du couvert végétal. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que tous ces services, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Souvent, ils sont même carrément liés. C'est pour ça qu'on peut dire que ces services sont en cascade. Et en général, en tout cas le plus souvent, c'est très lié à la production de biomasse. Si vous faites de la biomasse avec votre couvert, vous obtenez un certain nombre de fonctions ou de services qui vont du contrôle des adventices à la lutte contre l'érosion, à l'apport de matière organique, au recyclage des nutriments, etc., etc. Ça ne veut pas dire que tous les services sont interdépendants ou en cascade. Il y a aussi des choses un peu spécifiques, des mécanismes particuliers, comme si vous avez un couvert végétal où vous recherchez particulièrement la fixation d'azote, l'allélopathie ou la pollinisation, ou d'autres choses. Là, ce n'est pas que dépendant de la biomasse, mais bien de choix particuliers, spécifiques du couvert, des espèces et des variétés qui sont présentes. Après, vous avez quand même, et c'est important de le rappeler, en fonction des services et des fonctions que vous recherchez, des fois des choses que vous ne pouvez pas tellement évaluer juste parce que vous avez un couvert dans la parcelle, quand bien même il fait beaucoup de biomasse. Il y a quand même à un moment donné des logiques spatiales à considérer, notamment sur des services qui sont très liés à la biodiversité, et à toutes les fonctions de régulation, proie prédateurs, etc., où là, à un moment donné, les logiques spatiales, que ce soit des niveaux d'échelle, la composition du paysage ou la configuration du paysage, qui sont deux choses différentes, qui vont être des dimensions importantes pour comprendre si votre couvert il fait office de choses positives ou pas du tout. Voilà pour les services. Moi, sur cette représentation, ce que je voulais noter, parce que je vais en reparler, c'est qu'on ne voit pas apparaître l'eau. On ne voit pas de service sur la disponibilité en eau, la régulation des cycles hydriques, etc. Donc évidemment, on peut le relier aux points positifs qui sont apportés par le couvert sur le sol, mais je voulais le souligner parce que c'est précisément aujourd'hui, avec tous les problèmes associés au changement climatique, un service qui est délicat à évaluer pour les couverts végétaux et qui, en l'occurrence, est un petit peu controversé, un peu polémique, parce que selon où vous vous situez, selon vos conditions locales, vous pouvez avoir des effets très contrastés sur cette régulation de l'eau. Alors, dans la journée, il me semble qu'on va quand même évoquer deux grandes choses, deux grands thèmes, angles d'attaque pour parler des couverts végétaux. C'est à la fois la diversification,
le couvert végétal est un des leviers possibles pour diversifier le système de culture. J'ai mis une citation ici qui est en anglais, j'ai choisi celle-là parce qu'elle a ses limites, cette définition, notamment parce qu'elle considère la diversification majoritairement sous l'angle des espèces. Mais elle a le mérite de parler d'une diversification qui est à une échelle spatiale et temporelle. Ce sont des configurations spatiales et temporelles sur lesquelles on peut jouer pour diversifier. C'est pas juste mettre une nouvelle espèce dans la parcelle, d'accord ? C'est aussi dans un périmètre spatial particulier et sur un temps particulier. D'accord ? On peut diversifier très fort à un moment ponctuel de la rotation et tout le reste est relativement peu diversifié. C'est l'avantage de cette proposition qui est faite ici. Et évidemment, on va se demander quel rôle découvert dans le processus de diversification et quelle est aussi la variabilité finalement des effets positifs et des services qu'on attend une fois qu'on a mis les couverts dans les parcelles. Donc vous l'avez compris, vu ma situation et mon travail, moi je m'inscris majoritairement dans des systèmes de grande culture. Il y a 1000 choses à discuter si l'on fait un débat croisé entre système viticole, arboricole, grande culture, maraîchage. Donc voilà, moi j'ai un prisme majoritairement grande culture, mais j'espère qu'on discutera des contradictions possibles avec d'autres systèmes par la suite. Alors sur le plan de la diversification, une chose je pense qui est facile à assumer et qui est assez consensuelle, c'est que les couverts végétaux, comme pratique, c'est un choix pertinent. Sous-entendu, c'est une pratique positive globalement. Ici, vous avez une étude qui est une méta-analyse de Bellouin et al. En 2021. Et on voit beaucoup de choses, il y en a d'autres, des méta-analyses, mais sur celle-ci, on voit quand même assez bien que les couverts végétaux sont quand même parmi les pratiques de diversification les plus étudiées et sur lesquelles les impacts positifs sont relativement indéniables. D'accord ? Vous avez ici, par exemple, à gauche, la méta-analyse travaille sur à quel point les pratiques de diversification vont permettre une amélioration de la qualité du sol. Évidemment, comme pour tous les autres indicateurs, il faudra qu'on passe du temps à expliquer ce qu'il y a derrière la qualité du sol ici dans cette étude. Ça peut être beaucoup de paramètres. Et on voit ici que les couverts végétaux, donc les cover crops, sont une pratique globalement positive, mais vous voyez énormément de variabilité, qui ici est clairement liée à qu'est-ce qu'on regarde dans la qualité du sol. On pourrait y revenir. Ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que vous avez à quel point la pratique est positive, si elle est à droite de la ligne pointillée verticale. Vous avez aussi la variabilité, qui est le trait le plus long autour du point, mais vous avez aussi l'intervalle de prédictibilité, qui est le trait un peu plus en gras au-dessus du point. Donc ça veut dire que vous avez beau avoir une grosse variabilité avec des extrêmes, ici on voit que quand on prédit l'impact du couvert végétal selon la distribution de la variabilité, on a quand même à peu près 95% de chances d'être dans une situation positive. C'est pas parce qu'on a une variabilité énorme qu'en termes de prédiction, on ne va pas se situer majoritairement dans des situations positives. Sur la question du contrôle de la régulation des bioagresseurs, qu'ils soient maladies, ravageurs ou adventices, c'est là que vous voyez que les couverts végétaux ont globalement un impact extrêmement positif, même si la variabilité est encore une fois colossale, et là c'est très lié au fait quel type de bioagresseur on regarde. Entre adventices, maladies ou ravageurs, il y a des choses très différentes, et comme j'ai tenté de le rappeler tout à l'heure, il y a aussi des dimensions de spatialisation du système de culture et du paysage qui vont jouer très fort. Mais bon, vous avez de toute façon vos cover crops qui sont une pratique quand même globalement très positive. Si je regarde l'effet sur la biodiversité associée, aussi une pratique plutôt positive, avec les réserves qu'on a évoquées tout à l'heure et la variabilité. Et sur la production, c'est là, donc à quel point je fais de la biomasse dans mon système de culture, c'est là où on a peut-être l'ambivalence la plus forte, où il y a d'autres pratiques qui potentiellement sont un peu plus favorables. Mais là, c'est lié à des mécanismes en dessous et à comment les couverts végétaux sont utilisés, sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Mais ce qui est important de noter tout de suite, c'est que les couverts végétaux, en gros, potentiellement, ne sont pas la pratique que l'on choisit parce qu'on priorise tout de suite et maintenant, de manière très immédiate, l'augmentation de la production. C'est avant tout la recherche de tous les services et fonctions autour dans l'agroécosystème qui ensuite, potentiellement à moyen long terme, vont globalement participer à la résilience, à la durabilité du système et éventuellement justement à sa production. Mais dans l'immédiateté du service recherché, c'est difficilement la production qui est le meilleur argument. En tout cas à l'échelle très globale d'une vue d'avion avec une méta-analyse pareille. Alors c'est un choix pertinent, les couverts végétaux, mais moi ce qui me semble presque plus intéressant, c'est que c'est aussi et surtout un choix déployable. Sous-entendu, le nombre de surfaces agricoles qui sont légitimes et prédisposées à recevoir cette pratique de manière relativement facile est très très importante. Je m'explique. Si vous prenez l'exemple du service ou de la fonction que vous recherchez qui serait stocker du carbone dans les sols, vous avez des choix, c'est ce que je mets ici en citant une publication de Launay et al. En 2021,
D'accord. Donc là, on est dans le périmètre scientifique de l'agronomie globale, où on va vraiment aller regarder ça à l'échelle très large, par exemple, de la France. On va voir que globalement, si vous voulez une pratique qui met beaucoup de carbone dans les sols rapidement, toute variabilité étant dans mon propos là un peu caché, c'est plutôt la prairie temporaire. Par contre, si vous regardez le nombre de surfaces qui sont concernées par le fait de pouvoir faire de la prairie temporaire rapidement, elles sont assez réduites. Et donc finalement, à l'échelle de la France, si vous voulez stocker du carbone dans les sols agricoles, ce sont les couverts végétaux qui vous proposent ici la solution la plus impactante. Vous voyez ici que l'on passe de 0,68 à 131 kg de carbone par hectare supplémentaire additionnel par an, puisqu'on passe de... pardon, je me suis trompé. 40, vous avez la prairie temporaire qui stocke 466 kg de carbone par hectare. C'est énorme. Sauf que cela concerne uniquement 0,68 millions d'hectares sur la SAU agricole française. Les couverts végétaux, potentiellement, on parle de quasiment 18 millions d'hectares, d'où le fait que ce soit un choix pertinent, mais surtout déployable. Bon, il y a un deuxième thème qu'on va, j'imagine, régulièrement aborder dans cette journée, qui est le changement climatique. Et donc là, je voulais juste simplement vous rappeler, d'un point de vue purement d'une revue de la littérature, que les couverts végétaux, c'est pas tout à fait neuf dans la littérature. On en parle depuis un petit moment, notamment pour savoir quelles espèces on va mettre dans les parcelles, comment elles impactent la fertilisation, la disponibilité en nutriments, la qualité du sol, etc., etc. Par contre, le fait qu'on découvre, qu'on se rende compte que c'est potentiellement une pratique qui a du sens dans l'adaptation ou l'atténuation du changement climatique, ça a globalement une dizaine d'années dans les efforts et les projets de recherche qui sont faits. Dizaines d'années pour un agriculteur ou pour un praticien, c'est énorme. Pour la recherche, c'est vraiment pas grand-chose. Vu la diversité des contextes, faire de la recherche sur les couverts végétaux sur cette question, 10 ans, c'est presque les balbutiements. Encore beaucoup de choses donc à préciser. Alors l'impact du changement climatique, il est large, il est très divers, il change tout le temps en fonction de ce que vous regardez et où vous le regardez. Je voulais simplement rappeler ici une série de questions qui, moi, me semblent prendre de plus en plus d'importance dans les systèmes agricoles en rapport aux couverts végétaux. Vous avez une question forte sur la gestion de l'eau, vraiment dans le sol. Comment se comporte la dynamique hydrique de vos sols une fois que je mets des couverts végétaux? Et vous avez toute une série de questions. À quel moment ça participe à assécher votre profil de sol à cause de l'évapotranspiration supplémentaire que vous générez avec votre couvert et sa biomasse? Du coup, quand et comment je vais réguler cette biomasse si besoin il y a? À quel point mon couvert, et surtout au bout de combien de temps, il va vraiment participer à ces gains de qualité du sol en termes physiques, donc toutes les propriétés hydrodynamiques du sol, que ce soit la rétention, l'infiltration de l'eau, l'amélioration de la conductivité physique de votre sol. Tout ça, c'est des vraies questions. Globalement, on peut se le dire entre nous de manière très globale, il n'y a quasiment que des points positifs sur la propriété physique du sol. La question, c'est au bout de combien de temps vous les obtenez et à quel moment ça se voit en termes de résultats sur la gestion de la sécheresse et la production de vos cultures. Et évidemment, vous avez une question que je pense beaucoup d'agriculteurs se sont déjà confrontés très largement à ça, c'est quand je détruis mon couvert et comment, en particulier quand je suis en agriculture biologique et que je vais me passer de la destruction chimique, détruire mécaniquement vos couverts. Quand vous avez des fenêtres climatiques inconfortables ou réduites, il faut aussi avoir le temps, la possibilité de le faire, de rentrer dans la parcelle et de s'occuper de cette gestion de biomasse. Donc tout ça, c'est vraiment sur comment on comprend la dynamique hydrique dans les parcelles en lien avec les nouvelles pressions liées au changement climatique. Vous avez aussi des questions, entre guillemets, beaucoup plus techniques et pratiques sur simplement comment je réussis mon couvert. On n'a même pas à se demander qu'est-ce qu'il va faire en termes de gestion hydrique, mais simplement comment on le réussit. Nous, on travaille beaucoup en grande culture et à la base sur des couverts d'interculture très classiques. Et la principale problématique auquel on est confronté, en fait, quand est-ce qu'on arrive à aller dans les parcelles pour les semer avec un peu d'eau et que ça marche? Donc, quand implanter, comment implanter, quand détruire, comment, quelles espèces, quelles variétés et quelles pratiques de gestion deviennent intéressantes pour tenter de s'adapter au changement climatique. Les pratiques de gestion, c'est assez intéressant parce qu'on les a beaucoup discutées dans les grandes cultures en général. Ensuite, on a beaucoup discuté les couverts végétaux sur quelles espèces et quand est-ce qu'on les mettait pour que ça ait du sens. Et on s'aperçoit aujourd'hui que globalement, les pratiques de gestion, elles sont au moins aussi importantes pour avoir des résultats pertinents sur les couverts végétaux. D'accord ? Ne serait-ce que la fauche ou le broyage ou la fertilisation deviennent des vraies règles pour réussir un couvert et avoir un minimum de fonctions ou de services justement qui vont dans le sens positif de la gestion du carbone et de l'eau dans votre parcelle. Donc tout ça, c'est des questions qui nous frappent de plein fouet, si j'ose dire, en recherche sur les couverts végétaux. Et c'est là où, comme vous le devinez, c'est évidemment pas la recherche toute seule dans son monde académique isolé qui a des réponses pratiques et toutes faites, mais là, c'est vraiment l'interaction entre la production de connaissances un petit peu fonctionnelles sur le système sol-plante et les conditions d'usage et de pertinence pour les agriculteurs qui vont rentrer en interaction pour tenter d'avoir des réponses un peu fines et contextuelles
à ces questions. Alors là, je vais en venir à... Évidemment, Eva le sait, mais j'ai caché beaucoup de diapositives pour rentrer dans le détail des processus que je mentionne ici, parce qu'une demi-heure, ça passe vite. Donc là, je vais rentrer dans la partie un peu les projets qu'on peut avoir à l'ISARA et qui justement sont très ancrés dans un périmètre système de grande culture et comment on réussit ces couverts, et donc si possible aussi la culture suivante ou associée à ces couverts, et garantir, avec beaucoup de guillemets, les services ou les fonctions qu'on recherche avec ces couverts. Donc nous, on travaille globalement en fait sur la compréhension, la manipulation de ce qu'on appelle des leviers biotechniques pour tenter au moins de réussir les couverts. Voilà. On n'est pas sur les stations où on va équiper, instrumenter le plus pour ensuite vérifier la qualité ou la précision des processus physiologiques, fonctionnels, eau, carbone, etc. gérés, d'accord, dans la parcelle. On va juste vérifier déjà on sait faire. Avec un agriculteur, est-ce que ça marche cette pratique? C'est ce qui est marqué là. Et donc on a une hypothèse, nous, qui est assez forte. Des fois elle est implicite, des fois elle est explicite. C'est que face à tous les problèmes que je viens de mentionner et tous les rôles habituels qu'on recherche avec les couverts végétaux, il nous semble que c'est intéressant de travailler à comment on maximise le temps de présence des couverts végétaux dans les parcelles. Parce que finalement, un des principaux problèmes des couverts végétaux, c'est que quand vous les mettez sur 3 mois ou même sur 6 mois entre deux cultures, entre le moment où ça va finir par réussir à pousser, avoir une biomasse à peu près satisfaisante, si jamais il y a une biomasse satisfaisante, vous avez éventuellement dépensé de l'argent en semences ou en temps de travail dans votre parcelle et parfois les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous. Voire même, les résultats sont au rendez-vous, vous avez de la biomasse, mais les services que vous attendez, ils ne dépendent pas d'une seule biomasse une fois sur 3 mois. Ils dépendent de la continuité, d'accord, de l'activité physiologique dans la parcelle. Et tout ça, en gros, c'est comment on va faire pour que les couverts soient présents beaucoup plus pour remplir tous ces rôles écologiques et fonctionnels qu'ils ont dans un agro-écosystème. Un écosystème qui tourne bien, c'est un écosystème qui a beaucoup de plantes, d'accord, qui tournent le plus possible tous les mois pour que tous les processus biophysiques fonctionnent dans votre système. Donc nous, cette hypothèse de maximiser le temps de présence, on la résume un petit peu avec ces envies, ces attentes, d'accord, d'avoir des couverts dits de longue durée. On veut diminuer la sensibilité à la fluctuation de ressources. Sous-entendu, si vous ne savez plus dans l'année quand est-ce que vous avez les bonnes températures, les bonnes précipitations ou la bonne dose d'azote disponible dans votre sol, si vous avez un couvert présent plus longtemps, si vous avez des périodes où il ne fonctionne pas, c'est moins grave, il va y avoir d'autres moments, même s'ils sont imprévisibles dans l'année pour se rattraper. Ensuite, il y a une autre idée, c'est simplement que plus il est là longtemps et plus justement la sensibilité à la fluctuation des ressources est diminuée, plus vous avez de chances, in fine, d'avoir la production de biomasse attendue et donc les services associés. C'est aussi, comme je disais, et notamment c'est très vrai pour les plantes pérennes, une possibilité de maximiser toutes les régulations biophysiques attendues d'une plante qui dure longtemps dans votre écosystème. Tout ce qui est de l'ordre de l'immobilisation des nutriments, du turnover, du recyclage, du relargage, de faire les bons réseaux de communautés, de mycorhizes, les bonnes régulations microbiennes, il n'y a pas que des choses positives là-dedans, mais globalement, mettre toutes ces régulations écologiques complexes en place, il y a quand même un argument important à rappeler, c'est que ça prend du temps. D'accord, c'est pas parce qu'on a une plante au bout de 3 semaines que d'un coup, toutes ces régulations écologiques complexes ont le temps de s'organiser, de se mettre en place et surtout de durer. Et enfin, cette idée de maximiser le temps de présence des couverts, c'est aussi tout simplement et bêtement l'idée d'essayer d'éviter toutes les opérations culturales pour les implanter dans les périodes difficiles qui deviennent de plus en plus difficiles, l'été ou l'hiver, mais je passe, j'imagine que ça parle à beaucoup de gens. Globalement, un couvert plus longtemps dans le système de culture, l'idée de recherche pour nous, c'est que ça devienne un pilier stratégique de gestion dans un contexte de réduction des intrants et de travail du sol. Alors je ne me rends pas compte, peut-être que c'est beaucoup trop consensuel pour une assemblée comme celle-ci, mais c'est important de le rappeler parce que je vais vous présenter, après nous, ce qu'on fait, les hypothèses que l'on a. Si vous ne mettez pas en face le fait que ça va avec la réduction des intrants et du travail du sol, on peut vite trouver d'autres solutions de résilience et de robustesse de vos systèmes de culture sans les couverts végétaux. Quand on s'autorise à avoir accès à énormément d'imports, d'intrants exogènes, de force de travail ou de fuel, d'accord, on peut imaginer beaucoup d'autres solutions pour rester productif, pour rester avec des cultures qui sont biberonnées, etc., etc. Donc là, le pilier stratégique que sont les couverts, c'est une réflexion qui n'a de sens pour nous que si à un moment donné, c'est une tentative, d'accord, de répondre à un désir de résilience de votre système de culture face à moins d'intrants. Donc globalement, les 3 choses que je vais vous présenter très rapidement, c'est qu'on a des projets pour maximiser le temps de présence des couverts, qui sont du semi-direct sous couvert. Donc l'idée, c'est d'implanter notre couvert pendant la période d'interculture, mais de le faire durer
le plus longtemps possible, mais pas tout le temps, dans la culture suivante. Donc que le couvert en fait devienne un mulch vivant qui va se dégrader petit à petit dans la parcelle, je vais y revenir. D'autres projets qui concernent peut-être quelque chose d'un peu plus classique, les associations relais, en tout cas c'est comme ça que nous on les appelle. On va anticiper le semis du couvert d'interculture pour qu'il ait plus de temps pour s'implanter et qu'il bénéficie de conditions plus favorables au printemps d'implantation. Et enfin, et ça c'est peut-être un peu plus exploratoire et un peu plus nouveau, comment on peut tenter d'imaginer des couverts permanents dans nos systèmes de grande culture. Globalement, en photo, ça donne ça. Vous avez le système de semis direct sous couvert, où là où il y a un couvert qui est roulé, j'y reviens, et le semis de la culture suivante, en l'occurrence le soja directement. L'association relais, vous avez par exemple ici un trèfle qui pousse au printemps sous le blé et qui restera pendant la période d'interculture. Et le couvert permanent, j'y reviendrai, où là vous avez une séparation spatiale beaucoup plus forte entre des bandes de blé, je dis bien des bandes, pas des rangs, et des bandes de prairies, puisque là c'est un couvert multi-espèces qui est recomposé pour imiter une prairie native d'Auvergne. Voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, tout ça pour se demander comment les couverts améliorent la résilience et la robustesse des systèmes de culture. Résilience et robustesse spécifique de la production, je ne développe pas, mais c'est des termes qu'il faut, à mon avis, préciser au moins comme ça et les définir si on avait le temps, parce que ça veut un peu tout dire, c'est manipulé par beaucoup de gens, ces termes-là, donc il faut se mettre un petit peu d'accord là-dessus. Donc là, la résilience et la robustesse, si besoin, on y revient, mais c'est pas la résilience totale du système, c'est pas la résilience psychologique du système, c'est pas la résilience des matériaux, c'est pas la résilience de toutes les fonctions du système. Ici, c'est celle de la production qui nous intéresse en bon agronome. Donc sur le semis direct sous couvert, globalement, l'idée c'est que le couvert soit roulé, d'accord, pour pas qu'il soit détruit par un labour, parce que ces travaux de recherche qui sont globalement portés historiquement à l'ISARA par Joséphine Peigné, l'idée c'est que vous vous situez dans un système en agriculture biologique, et un des problèmes de ce type de système, c'est de dire comment on fait pour pas dépendre totalement du travail du sol et des passages mécaniques pour gérer l'herbe, pour gérer l'implantation ou la destruction des cultures ou des couverts. Et donc l'idée c'est de voir, et c'est un truc qui vient historiquement, enfin en tout cas la littérature, les expériences sont beaucoup situées en Amérique du Nord, comment on produit un couvert suffisamment important en biomasse qu'ensuite on peut rouler, d'accord, pour le détruire mais pas totalement, on sème la culture dedans, et il va se décomposer petit à petit et faire office de paillage. Donc vous avez une superbe illustration ici, qui vient de la thèse de Laura Vincent Cabou. Vous avez votre petit tracteur avec une jolie animation qui roule votre couvert et la culture qui arrive derrière. En image, ça donne à peu près ça, mais bon, il faut se forcer un petit peu là, pour tout comprendre juste avec ces images. Vous avez bien le couvert qui est semé, la deuxième image, il est roulé, vous voyez le semis ensuite, le soja qui pousse dans le paillage, etc., etc. Les objectifs, ils sont multiples. Protéger le sol et contrôler les adventices pendant la phase de couvert, mais pendant la phase de mulch également dans la culture suivante. Globalement, quand ça marche, et tout est dans le quand ça marche, les bénéfices, ils sont quand même ici assez notables pour l'agriculteur. On observe, nous, dans nos expérimentations, 50% de carburant en moins utilisé, des temps de travail qui sont globalement réduits d'à peu près un tiers. Vous avez une préservation de l'environnement au sens où il n'y a pas d'herbicides et beaucoup moins de travail et d'érosion, destruction, perturbation du sol. Vous le voyez ici avec quelques chiffres qu'on développera si vous le souhaitez. Mais l'intérêt de ces travaux, c'est qu'ils sont allés aussi jusqu'à, une caractérisation économique assez précise, jusqu'au calcul de la marge semi-nette, pour bien voir qu'ici, concrètement, c'était pas juste un petit bénéfice écologique pour faire plaisir à tout le monde, mais qu'il y avait potentiellement un vrai retour sur investissement pour l'agriculteur. Niveau des rendements, puisqu'à un moment donné, la question elle est un petit peu là, pour le soja qui suit, dans ce type de pratique, il faut savoir que les couverts ici sont majoritairement du seigle ou alors du seigle et du triticale. Quand ça marche, le rendement de soja est en moyenne réduit de 8% en agriculture biologique par rapport aux références locales. Donc c'est une réduction, mais une réduction quand même assez raisonnable. Bon, là j'ai quand même bien vendu le truc. Maintenant on va voir que c'est pas si facile que ça et qu'il y a un gros enjeu à ce que votre couvert quand même globalement il se développe bien pour que tout ça fonctionne. Là vous avez à gauche un couvert qui s'est bien développé, d'accord, au début de l'hiver, et la figure B, la deuxième photo, beaucoup moins, et vous voyez le résultat, d'accord, au moment du roulage, vous avez un couvert de seigle qui a fait plus de 8 tonnes de matière sèche, et on voit quasiment plus d'adventices dedans, enfin c'est très 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 modeste, on peut dire que les adventices sont régulés et contrôlés, à l'inverse sur la situation B, où le couvert n'a fait que 5,5 tonnes de matière sèche, ce qui est déjà considérable, vous avez plus de 3 tonnes d'adventices dans la parcelle, donc une situation qui est quand même plutôt pas acceptable pour un agriculteur. C'est pas le seul problème, même un couvert qui marche très bien, et c'est là où on voit tout
La complexité systémique d'un système de culture, c'est que même quand il marche très bien, admettons que vous ayez encore justement un paillage qui s'est mal décomposé pendant votre soja, et que vous avez ici, comme sur la petite photo, encore 5 tonnes de matière sèche sous forme de mulch à l'issue de la récolte de votre soja, ça aussi, il faut le gérer. Comment vous allez pouvoir ressemer une culture là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, il faut se remettre à labourer pour enterrer ce paillage, etc., etc. Donc voilà, encore beaucoup, de questions techniques que cela soulève, mais en tout cas, quand ça marche, c'est quand même globalement assez intéressant. Évidemment, comme tous les projets que je peux vous présenter, le problème, c'est la variabilité et le risque. Et sur des projets comme cela, vous voyez que par exemple, ici, les situations où vous atteignez, on va dire à minima 6 tonnes de matière sèche pour votre couvert et le rendre à peu près fonctionnel, notamment au niveau du roulage et de la gestion des adventices derrière. Ici, c'est 3 situations sur 7. Donc, c'est même pas la moitié. Alors, quand ça marche très bien, mais voilà, il faut savoir comment gérer ce risque-là. Et le problème qu'on va avoir, c'est que quand ça marche pas, et c'est là où on a un problème de résilience, on a très peu de solutions de rattrapage. Vous avez votre couvert, il est là, vous voulez pas travailler le sol, il gère pas bien les adventices. Et donc, potentiellement, les méthodes de rattrapage, c'est de bazarder toutes les bonnes intentions que vous aviez pour tout retravailler, voire même se demander comment faire, parce que quand on a autant de biomasse, il suffit pas d'aller déchaumer, etc., etc. Donc là, les solutions de rattrapage peuvent être très compliquées. On peut avoir des effets dépressifs et négatifs cumulés dans le temps qui sont problématiques. Et donc, il y a une vraie question là de gestion du risque. Face à d'autres types de pratiques qui sont les associations relais, vous avez cette superbe figure qui vous rappelle à peu près de quoi il s'agit. Vous faites votre blé, votre céréale à paille. Au printemps, vous semez, selon différentes méthodes, votre légumineuse, en l'occurrence le plus souvent du trèfle, sous la céréale. Si possible, il s'implante correctement, il y a des bonnes densités, et ça vous fait une biomasse qui débute sous votre blé et puis continue pendant l'interculture. Si vous avez une biomasse suffisante, c'est toujours pareil, vous avez assez naturellement un certain nombre de services, type gestion de la flore adventice, un pool d'azote qui est formé, qui va potentiellement et souvent être assez disponible pour la culture suivante, etc. etc. Dans notre cas, majoritairement du maïs. En photo, ça donne à peu près ça. Vous avez votre blé qui pousse, un semis ici, en l'occurrence, qui est fait en ligne du trèfle. Le trèfle qui se développe, ici très bien, parce que c'est des photos d'illustration. Et à la fin, vous avez plus votre blé et votre super couvert une fois que votre blé est récolté. Nous, ce qu'on constate, globalement, c'est toujours des ordres de grandeur et des vues d'avion, c'est que si vous arrivez à avoir 2 tonnes de matière sèche en début d'automne avec votre couvert de trèfle, globalement, la régulation de votre flore adventice, elle est plutôt très efficace, ce que vous voyez sur ce graphe-là, avec évidemment j'y reviendrai, des potentiels pratiques à mettre en place s'il y a besoin de s'adapter, de faciliter un petit peu le travail. Et vous avez une fourniture d'azote qui est, ça je pense que chacun sait maintenant, très très significative. Alors certes, elle est très variable, mais globalement, quand vous avez une légumineuse qui pousse et qui fait un peu de matière sèche, le pool d'azote généré, il est conséquent. Nous, on a en moyenne 80 unités d'azote, d'accord, qui vont être disponibles pour la culture suivante. C'est quand même pas négligeable, et là, on peut le répercuter assez facilement économiquement pour la suite de la gestion des cultures de printemps. Toute la question, encore une fois, est la variabilité et à quel moment cet azote il est effectivement disponible pour la culture suivante. Mais c'est un pool non négligeable. Ça, c'est encore une fois la situation un peu sympathique. Vous avez des enjeux. D'abord, réussir. C'est pas parce que vous semez votre trèfle que ça se passe bien. Ici, vous avez sous le blé un petit couvert de 0,15 tonnes. Donc, autant dire, c'est bien parce qu'il fallait mettre des chiffres, mais rien. Et ça, en général, c'est pas du tout suffisant. Et le problème, c'est que nous, dans nos essais, c'est la moitié des situations expérimentées, et notamment en agriculture biologique. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, là, à un moment donné, il va falloir se mettre à discuter comment on le sème le trèfle, faire des efforts là-dessus, et aussi comment on gère la céréale avec. Parce qu'en fait, le pouvoir compétitif de la céréale, il est monstrueux, et notamment pour la lumière. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on va implanter de la même manière en fonction du reste du système, encore une fois. Par contre, dès que vous avez une demi-tonne de matière sèche sous votre blé à la récolte, nous, on voit que globalement, vous obtenez vos 2-3 tonnes de matière sèche pendant l'automne, et ça se passe plutôt bien, comme type d'indicateur de diagnostic qu'on a à disposition selon nos données. Alors bien sûr, le semis du trèfle, c'est ce que je mentionnais. On expérimente un certain nombre de méthodes pour voir comment ça se passe mieux et comment on ne fait pas non plus de dégâts dans la céréale. Et sans trop de surprise, les semis en ligne, d'accord, se comportent mieux que les semis à la volée, simplement parce que les conditions d'implantation, le contact air-graine, etc. se fait mieux. Et on voit aussi que globalement, quand vous avez un couvert qui ne joue pas tout de suite son rôle à la sortie du blé, notamment sur la régulation adventice, en fonction de la flore, évidemment, quelques opérations de broyage ou de fauche peuvent rétablir une situation très sympathique en quelques semaines. Maintenant, je vais passer au couvert permanent. Donc peut-être le truc
le plus intéressant théoriquement et le plus engagé sur le terrain. Donc, je vais mentionner juste le projet Graal. J'imagine que plein de gens en ont entendu parler. Je pense même que d'autres gens vont en reparler dans la journée, ou Régis Elias devrait pouvoir en dire beaucoup plus que moi. C'est un projet notamment piloté par Arvalis. Donc, l'ISARA fait des petites choses là-dessus, et notamment avec l'INRA. Globalement, c'est quoi l'idée? C'est que vous mettez votre légumineuse pérenne, elle reste tout le temps dans la parcelle, et par contre, vous la gérez par un système de tonte, d'accord, pour maîtriser la compétition et aussi créer du relargage d'azote au bon moment dans votre système, là où il y a des besoins, d'accord, pour les cultures. Donc la théorie, elle est franchement plutôt sympathique et remarquable. Après, sur le projet Graal, globalement, ce qui est constaté, c'est que l'idée de la faucheuse interrang, c'est vachement bien, mais il y a encore beaucoup d'optimisation à réaliser pour avoir une précision de fauche, un bon guidage, passer au bon moment, etc., etc. Tout ça, concrètement, peut s'améliorer. Vous avez aussi des très fortes questions, et c'est là-dessus que je vais faire une transition, sur globalement comment vous spatialisez un peu votre couvert et votre culture. Là, vous voyez que c'est une idée d'avoir une forme d'interrang en légumineuse et de rang en céréales. Donc, vous avez des espacements globalement de céréales à céréales de 30 cm et de légumineuse à légumineuse de 30 cm. C'est bien parce qu'on commence à pouvoir spatialiser le couvert et le gérer séparément, mais c'est relativement proche quand même. Donc, il faut vraiment être assez précis dans la gestion. Donc, il y a un projet dont je peux vous parler très rapidement aussi, qui, lui, tente d'expérimenter un truc qu'on a appelé les agroprairies. C'est fait à l'INRAE de Crouel, avec les collègues, dont l'équipe de Sébastien Fontaine, à l'UREP. Et là, l'idée, c'est carrément de se dire, puisqu'on a éventuellement des problèmes pour réussir cette gestion séparée, différenciée du couvert et de la culture, on va les séparer spatialement plus fortement. Mais l'idée, c'est de conserver le fait que ces bandes soient relativement étroites pour qu'on continue à avoir des échanges entre les deux et que ce soit bénéfique. Donc en fait, on va expérimenter, donc vous vous doutez, c'est de la recherche factorielle, il y a plein de modalités, mais globalement on a des modalités de blé, plusieurs types de blé, des modalités de prairie, parce que là la particularité du couvert, c'est de ne pas s'appuyer que sur les légumineuses, mais sur des mélanges de 10 ou 15 espèces pour imiter certaines prairies qu'on retrouve localement, et aussi parce que pour la gestion de la flore adventice, à un moment donné, les légumineuses ne font pas tout, ou elles ont aussi des limites ou des lacunes en fonction des variétés des espèces dont on parle. Et évidemment, tout un tas de modalités où on va justement brasser les deux avec ce système de bandes alternées, mais bandes qui sont relativement étroites puisqu'on a 40 cm, plus de 40 cm. On ne s'amuse pas à faire 1 mètre du couvert et puis 1 mètre de la céréale. Parce que là où il y a le couvert, ça va être super, mais là où il y a la céréale, pour avoir des bénéfices du couvert, ça va être plus compliqué. Globalement, ça ressemble à ça. Vous avez des parcelles de blé, des parcelles de prairie, et puis vous avez vos parcelles avec le mélange où on voit bien les bandes de prairie et les bandes de blé autour. Je pris une autre photo pour qu'on voit mieux du dessus à peu près la largeur de ces bandes alternées. C'est sur des gros dispositifs où là on s'amuse à tester beaucoup de choses parce qu'on a de la chance d'être pas chez un agriculteur et de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Et donc vous avez à la fois des blés qui poussent haut, vite, rapides, lents, qui sont très courts, qui ont des systèmes racinaires plus ou moins rapides ou avec des grosses ou des fines racines. Dans les situations de couvert, vous avez plus ou moins de légumineuses et vous avez des espèces, que ce soit graminées ou légumineuses, qui poussent plus ou moins vite, avec des espèces aussi qui font des turnovers de tissus plus ou moins rapidement dans l'année ou à des moments différents de l'année. Enfin, pour l'idée, c'était d'expérimenter aussi des assemblages, d'accord, d'espèces et des traits d'espèces assez différents et voir ce qui pouvait être assez intéressant. Donc là, je pourrais en parler trop longtemps, donc je vais me calmer. L'idée, c'est simplement de constater la chose suivante. On est sur un système pluriannuel. Là, le couvert, il reste vraiment dans le temps. On en est à la 3e année et ça devrait continuer au moins 5-6 ans. Et le premier résultat que j'aurais envie de mettre en avant, vous avez ici une figure que je ne détaille pas, mais juste pour comprendre l'idée, c'est que vous avez, pour la figure du haut, l'année 2024, qui correspond à la première véritable année de production de ce système. La prairie ayant été implantée l'année d'avant. Quand vous êtes dans le jaune en bas à droite, d'accord, c'est que la prairie s'est très bien comportée, mais que le blé a été pénalisé. Quand vous êtes en haut dans le vert, tout s'est bien comporté, a même des effets synergiques, tout se comporte mieux qu'en situation de monoculture ou de contrôle. Quand vous êtes dans le jaune en haut à gauche, c'est l'inverse, c'est plutôt le blé qui se comporte mieux que le contrôle, mais la prairie qui est pénalisée. Et dans le rouge, tout le monde est pénalisé, c'est la cata. Donc la première année, globalement, la prairie, elle se comporte mieux que dans la situation témoin. Par contre, le blé est pénalisé. On pourra en rediscuter, mais là, il y a les hypothèses et les constats, c'est surtout qu'il y a des gros problèmes de gestion de la lumière. La prairie profite vraiment d'être en bande et d'avoir beaucoup plus de lumière aussi sur les côtés pour que les graminées en touffe en profitent, grossissent et prennent la place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système pluriannuel. Il y a des couverts avec beaucoup d'espèces, ça évolue dans le temps, la composition floristique évolue dans le temps et
les apprentissages et expertises techniques des chercheurs, des techniciens sur le système progressent aussi. Et du coup, la deuxième année, c'est un peu mieux géré, la flore est un peu mieux maîtrisée et change. Et là, on a des situations où globalement, il y a un vrai bénéfice et pour le blé et pour le couvert, où on fait mieux que les situations témoins. Évidemment, c'est très variable, il y a aussi des situations pas sympas du tout. Donc voilà, ce sont les messages qui sont résumés ici. Simplement, ce que je soulignerais, c'est que les situations qui se passent très bien, on a des blés qui sont aussi productifs, d'accord, que les situations en bio, locales, la même année. Ils font pas 80 quintaux, mais atteindre 40 ou 50 quintaux, théoriquement et avec des petites expertises à l'échelle de micro-parcelles, on peut dire que c'est atteignable. Ça ne veut pas dire que c'est facile ou que c'est systématique. Le rôle clé des légumineuses, évidemment, dans ce système, mais pas que. Il y a toutes les histoires dont je vous ai parlé sur la dynamique de croissance et surtout beaucoup l'architecture du peuplement et de sa phénologie. Et c'est un système qui évolue. Quelques illustrations très rapides, c'est que vous voyez par exemple que le fait d'avoir des bandes étroites, ici on veut vérifier qu'on a bien des interactions entre les deux types de peuplement au niveau des bandes. Et ce qu'on voit sur les graphiques qui sont là, je vais prendre celui du haut, qui est une mesure de la quantité de croissance azotée microbienne. En gros, à quel point on a de la croissance microbienne et qui capte et fait des poules d'azote dans le sol, dans la parcelle. Vous avez les deux bandes de droite qui sont les prairies témoins, deux types de prairies différentes, les quatre bandes du milieu qui sont des bandes de blé associées à des bandes de prairies, d'accord, mais dans des modalités différentes, et la bande tout à droite qui est un blé monoculture témoin en pur. Ce qu'on voit très simplement ici, c'est que vous avez des prairies, vous avez des croissances azotées microbiennes beaucoup plus importantes, notamment la prairie qui est ici appelée B, et que les blés, donc wheat B, qui est associé, les bandes de blé qui sont associées à cette prairie B, bénéficient aussi d'une forme d'effet ici, puisqu'on voit aussi une croissance azotée microbienne un peu plus forte. Pareil, donc ça c'est en mai, ce que je vous raconte ici c'est en juin, et si je vous parle de la situation en mai sur la poule d'azote minéral dans le sol, on voit aussi le même type d'effet bénéfique, je ne développe pas, simplement les échanges sur les flux azotés, les interactions se font, on n'a pas des systèmes totalement séparés, ce qui était bien l'objectif. Voilà, donc tout ça c'est hyper sympa en recherche. Et maintenant, quelques vigilances que je vous donne sur les limites, qui sont, je pense, qui ne vont pas vous surprendre, c'est que c'est des pratiques très intéressantes, mais qui ont des problèmes. D'abord, dans les situations de terrain, disponibilité et coût, à la fois des semences et du matériel qui permet de gérer ces pratiques-là, notamment les gestions différenciées, les semis directs, etc. Vous avez une logique qui, très clairement, pour moi, et c'est un point peut-être le plus central, une logique qui est assez incompatible en fonction des situations avec des logiques court-termistes de la comptabilité agricole. D'accord ? On a parlé au début de la recherche de services et qui sont souvent tangibles à moyen et long terme. Donc ça, il faut pouvoir l'absorber à court terme. Et aussi, vous avez des services qui parfois ne sont pas commensurables du tout. C'est-à-dire que vous obtenez des choses qui semblent sympathiques, mais ce n'est pas du tout commensurable avec la production. C'est-à-dire que vous ne savez pas évaluer à quel point c'est ça qui participe à des gains de production ou à la stabilité de la production. Donc ça demande aussi une posture et un engagement vers le fait de rechercher ces situations favorables de l'écosystème sans pouvoir mettre le chiffre en face de 3 quintaux gagnés. Ce qui est en l'occurrence ici une posture et un engagement à défendre. C'est pas automatique, c'est pas systématique. Il y a un besoin de solutions techniques. On a beau dire c'est un problème systémique, il faut des leviers politiques, etc. Il y a aussi là des problèmes techniques. J'ai mentionné le projet Graal. Clairement, ce sont des retours qui se font dans ce projet il y a un besoin d'optimisation et de solutions techniques pour aller vers ce genre de système. On a des pratiques qui sont dans des situations type top versus catastrophe. C'est-à-dire que quand ça marche, c'est très bien, mais quand ça marche pas du tout. Et du coup, là, on a aussi des problèmes de résilience, même si on a envie de dire pour l'écologie, la biomasse, les petites bêtes, c'est vachement bien. Et je suis pour, je suis pas en train de dire que c'est naze. Mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'il faut des solutions de rattrapage. Et si vous n'avez pas de solution de rattrapage, la résilience de la production, elle est attaquée. Et donc, on a des soucis. Le point fort, le message pour moi de ma présentation, et que c'était le titre, c'était cultiver des services. Ça, c'est plutôt une posture. En gros, mettre des couverts, c'est bien, mais ça se gère, ça se cultive. Il faut des stratégies pour aller vers l'obtention réelle et tangible de ces services. Juste balancer des semences pour qu'il se passe des choses chouettes, en gros, ça a ses limites. Donc c'est aussi une démarche vraiment de culture, d'où le terme culture de service pour ceux qui l'emploient. Et pour faire aussi ces inflexions stratégiques et de gestion, ça demande souvent de trouver des chemins acceptables dans des systèmes sociotechniques, comme on les appelle, plus vastes. En gros, l'agriculteur n'est pas tout seul dans sa ferme à gérer tout seul ses petits marchés. Voilà, c'est des démarches expérimentales. Tout le monde sait que l'agriculture, c'est contextuel, donc ça demande aussi beaucoup d'humilité et d'aller vers un encouragement aussi systématique des démarches d'apprentissage et de l'accumulation d'expériences locales, et si possible, qui se partagent et qui se croisent. Je vous remercie, j'ai aucune idée du temps que j'ai fait.
Merci.